Marcel Camille, qui est vraiment multifonction. Voilà, c'est un homme qui a de multiples facettes et qui fait de multiples propositions partout où il passe. Alors, dans un premier temps, très vite, on va présenter une de ces casquettes, parce que cette casquette lui tient à cœur, parce que nous sommes dans une médiathèque et parce qu'à nous aussi, Théridia, cette casquette lui tient à cœur. Dans un deuxième temps, place au spectacle, et il nous proposera donc une performance dont je ne vais pas vous parler puisque vous allez la découvrir. Donc Marcel, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter, donc pas simplement comme artiste, mais en lien avec la table que nous voyons là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Maria. Merci beaucoup à la bibliothèque, la médiathèque donc de l'Ancre de nous accueillir ici. Et merci à vous toutes, tous d'être ici à la présentation que nous faisons. Donc je m'appelle Marcel Camille de mon nom d'auteur et je viens du Congo-Brazzaville. Ça fait maintenant 19 ans que je vis ici, disons dans le sud à Montpellier en particulier. J'étais venu pour faire des études de microbiologie au départ et puis j'ai bifurqué complètement pour me lancer dans l'écriture, donc à force d'expériences différentes et tout. Donc j'ai commencé ma première publication donc, officielle en 2014 avec mon premier recueil qui n'est pas là, j'ai plus de stock en fait, j'ai plus de... Donc c'est de l'encre sous les gravats. Pourquoi de l'encre sous les gravats? Parce que j'étais en reconstruction à ce moment-là. J'ai été sans papier en 2010. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'arrête les études, la fac de sciences, et que je cherche en fait une autre voie de reconstruction. Et qu'est-ce que je peux dire ensuite avec ça? Donc en évoluant, au fil des rencontres, voilà, j'ai acquis de l'expérience en tant qu'écrivain. Tu as eu un prix de poésie. Exactement. En fait, j'ai eu plusieurs prix. Parce que Marcel est poète. Donc effectivement, j'ai eu plusieurs prix. Le premier prix que j'ai eu, ça a été un prix de la nouvelle. Et pourtant, je n'ai pas encore publié de nouvelles. Mais j'avais participé à des concours, c'était le prix de la nouvelle, le prix national de la nouvelle de Fabreg. Et donc, maintenant, j'essaye justement, je prépare en ce moment un recueil de nouvelles. Mais ensuite, j'ai eu un prix de poésie libre à Narbonne, avec le prix Charles Trenet, le troisième prix. Et ensuite, en 2018, j'ai eu le prix Aimé Césaire, avec la Société des poètes français. Et c'était pour moi vraiment une rampe de lancement, parce que aussi, ça m'a permis disons, de régulariser ma situation à ce moment-là, donc d'avoir des papiers. Et aussi de me conforter dans mon activité d'auteur. Juste après, quand j'ai eu ce prix et que j'ai été régularisé, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé mon auto-entreprise, donc Ombongi, à travers laquelle je pouvais me diffuser. Donc, parce que j'ai conscience de la difficulté des artistes indépendants à être diffusés. Et c'est ce qui m'a motivé justement à lancer donc la structure Ombongi, qui est une librairie aussi, à travers laquelle donc, je sers de vitrine à ce que je fais, mais aussi à des auteurs que j'ai rencontrés donc, dans mon parcours, donc des auteurs indépendants ou édités par des petites maisons d'édition. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en avant à travers mon activité, donc voilà, entrepreneuriat. Donc Marcel est poète. Il est artiste puisqu'il se produit énormément. Il anime de nombreux ateliers d'écriture avec beaucoup de succès. J'ai cru lire qu'à l'ODEV, tu avais ta base maintenant, succès. Mais il est aussi éditeur, il est écrivain, il est éditeur de ses propres publications, mais aussi de publications d'autres auteurs. Et surtout, moi j'insisterai sur cette revue, Ombongi, qui vraiment a une patte, ce magazine qui a vraiment ta patte et qui ne ressemble à rien d'autre et qui permet aussi à beaucoup d'artistes de la région de publier dans le cadre de cette revue. Exactement. L'idée c'est vraiment de créer un lien entre les auteurs de tous horizons, donc, qui sont ici, dans la région,
en Afrique et dans les Antilles, donc dans les Caraïbes. Et voilà, arriver à faire justement ce pont en fait, entre toutes ces personnalités, en plus des personnalités engagées, qui ne sont pas forcément diffusées ou relayées, en tout cas qui ne sont pas dans les grands circuits. L'idée c'est vraiment de présenter ce qui se fait, mais voilà, dans le concret en fait, mais qui ne sont pas forcément dans les plateaux. De voir ce qu'il y a de beau aussi, à travers tout ce qui se crée un peu ici et là. Donc voilà, comme le nom le dit, le Mbongi, c'est le lieu, donc chez moi, au Congo-Brazzaville, où les gens se retrouvaient donc, pour parler des problèmes du village, en tout cas de la communauté. Et c'était les formes de démocratie qui existent encore en Afrique et que l'on a souvent occultées. Quand on parle de vie à l'africaine, en tout cas la gestion politique et sociale, on voit toujours l'autocrate dans l'imaginaire et tout, cette personne qui est au-dessus de la communauté, qui gère voilà, ces structures. Mais on oublie que l'Afrique, en tout cas dans ses structures traditionnelles, c'est une culture de communauté. Toutes les décisions sont toujours prises en communauté. La personne qui est seule, qui décide seule, souvent se fait éjecter très vite. Voilà. Et quand il y a une personne autoritaire qui est là, qui résiste, c'est qu'elle emploie généralement la force, et beaucoup de force au fait, pour mater, dans une certaine violence, et mater la population. Donc voilà, l'idée c'est de représenter cette Afrique-là, son véritable visage, à travers ce que je fais, à travers ce que d'autres personnes font, et de relier ça, parce que ça sert à tout le monde. Voilà. Alors avant de passer au spectacle, puisque là vraiment le spectacle, tout le monde va s'asseoir et regarder, vous pourrez tout au long de la journée, puisque Marcel nous fait aussi l'honneur de ne pas venir qu'à sa propre représentation pour la faire, mais il nous fait l'honneur de rester avec nous toute la journée, puisque nous avons une journée, comme je le disais au départ, longue et riche. Donc vous pourrez tout au long de la journée, dans les moments un peu venir, discuter avec lui, voir autour de sa table et lui poser toutes les questions que vous aurez envie de lui poser le plus librement possible, puisque c'est un des artistes les plus accessibles que je connaisse. Bon, je ne vais pas dire non plus que j'en connais beaucoup, mais voilà. Vous dire aussi qu'on a en commun un arbre. Nous, notre logo Ateria Solidarité, c'est aussi un arbre, pas représentatif simplement du Mali, mais d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et parce qu'on pense qu'autour de cet arbre, on peut faire force, on peut faire sens. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ces communautés, essayer de construire un peu de ponts, diriger moins de murs, par des cultures aussi partagées, c'est-à-dire peut-être cela nous rendra un peu plus d'humanité. Voilà. Merci pour votre écoute. Et puis là, je pense que l'artiste peut se mettre à l'œuvre. Philippe, tu voulais peut-être dire un mot? D'une manière incroyable, donc je vais laisser la parole à l'artiste. Je vais vous demander juste d'éteindre votre téléphone si vous en avez dans votre poche, votre sac, s'il vous plaît. Merci à tous. Alors, la formule est un peu spéciale aujourd'hui, parce qu'il m'arrive, en tout cas ce que je vous présentais, souvent je le fais en duo. Donc c'est des textes, pour la plupart issus du recueil Écrit noir, encre rouge. Et donc souvent je suis accompagné d'un musicien qui fait de la percussion et qui joue soit du mboni ou de la kora. Le mboni, c'est un instrument qui ressemble assez à la kora. Je ne sais plus combien de cordes elle a. Donc voilà, mais aujourd'hui je suis seul. J'ai ces instruments-là. Je ne suis pas du tout musicien. Par contre, j'aime bien faire des petits bruitages en fait, pour moi-même aussi me permettre d'immerger dans mes textes et aussi de créer une certaine atmosphère. J'espère que vous aurez l'occasion d'entrer dans cet univers.
Toutes les histoires commencent par de l'eau. Eau. De la salive pour les mots. Un peu de sueur sur la route. Quelques larmes parfois par amour. La bâtée des vendanges en automne. Ou la rosée au matin d'une clairière. Toutes les histoires commencent par de l'eau. Deux fleurs se rencontrent. Ainsi commence l'histoire. Par une rencontre. Celle de deux fleurs. Lumière. Une explosion de couleurs et de sons. La brise devient vent. Et les vents enfourchent les tempêtes. Ainsi commence l'histoire. À travers une rencontre. Celle de deux fleurs. L'une devient papillon et s'envole. Un joli pas de musette sur l'onde. L'autre marcotte et s'enracine. Une délicate révérence au soleil. L'une et l'autre racontent la même histoire. Je souhaitais un trône pour mon roi silence. Et la trêve nocturne me séduit sans peine. L'air que tout mon être fredonne se cache cependant dans le coulis d'encre qui dompte le râle d'un papier au quart d'heure encore revêche. Gratte-plume, roule-bille, cueille ces mots qui pendouillent comme des larmes de pensée, cristallisées sans artifice aux branches timides d'un cœur dubitatif. Les beaux mensonges ne se donnent qu'avec des bouts de vérité, pour mieux te gaver comme une oie. Mais la vérité, la réalité vraie, une et entière, aussi immatérielle qu'elle puisse être, la vérité, il faut que tu la cherches. Elle nécessite que tu déchires le papier peint des faux semblants. Elle nécessite que tu brises la paroi des non-dits. Que tu brises la paroi des oublis, derrière laquelle elle a été emmurée. Et quand tu la trouves, c'est elle qui te lacère. Puisqu'elle ne fait aucun compromis. La vérité, elle fondra ton âme. Elle laissera écouler la sève du silence. Le monde est particulièrement calme après une ondée. La paix d'un orgasme. L'horizon devenant un plancher de marbre et de verre immaculé.
oblique, comme le temps. Francophonie. Un Dieu pâle au portrait lisse, dans un éclair foudroyant, et Olympien a dit, si l'Afrique va mal, c'est à cause du ventre de ses femmes. Les siècles passent, s'éternise la même rengaine, le mépris, latence du tubercule d'une haine débilisante. C'était en juillet 2017. Tous les jours, les murs des rues me le rappellent. Puis les vitrines, les images, les regards, les mots. Je suis noir. Et quand c'est dit, on l'oublie. On m'oublie. Et de nouveau, c'est à moi de rappeler que je suis noir, que j'existe, que mon sang est rouge, que mon rire défait le nuage dans le ciel et que mes larmes sont transparentes. Chaque matin, à l'aller, au retour, je suis noir. Quand j'y pense, Sisyphe lui aussi devait être noir. Les fers qui serrent davantage tes poignets et ton cou. Aujourd'hui, tu les as toi-même choisis. Plus ils sont d'or, plus ils te font sourire tel un primate civilisé. Les reflets de ta misère brûlent encore dans le livre noir de ta pupille, lac de cupidité. La liberté. La liberté n'est pas qu'un simple mot, une chanson enragée ou une couleur de peau. La liberté est un peu sauvage. Parfois, elle semble dérisoire. Mais quand enfin apparaît son visage, vif et réel, la liberté inspire la crainte, telle la flamme d'une bougie au milieu d'une débâcle de pages inachevées. Francophonie, ou de part et d'autre des miroirs. Un pas entre le blanc et le noir. Un pas entre la terre de là-haut et celle de là-bas. Juste un pas.
l'ombre furtive des angles morts. Alors je ris. Je ris. Je ris comme ça. Je ris comme si. Je ris. Donc je suis. Je ris. Comme ça. Comme si. Je ris. Tous les jours, je ris. Pourtant, je ne suis pas vraiment heureux. Mes rires se mêlent chaque fois aux sanglots de ma sœur, juste à côté. Danser, boire, rire, continuer de rire, copuler de tout mon amour avec ma misère, rester un peu bête pour que les ultimes branches de ma raison ne partent pas en sucette. Ma mère. Heureux l'homme qui sait apprendre à naviguer sur le fleuve de tes secrets enchanteurs. Heureux celles et ceux qui perçoivent à temps le trésor silence de tes yeux, où resplendit le cœur flamboyant du monde. Je suis peut-être parti, mais c'est en mon âme que je chante au petit matin le gazouillis de l'enfant resté dans la chaleur de tes bras. Tes bras noirs et vieillissants. Tes bras qui m'ont chéri dès le premier jour. Je m'accroche à tes divines mamelles qui frémissent encore à l'écho des tam-tams de l'espérance. Sur chacune des rives de tes rires, les rives de tes soupirs et tes mots. Jalons d'une fureur de vivre. Le rugissement merveilleux d'un univers prolixe. C'était les liens qui demeurent. À ces gamins qui m'ont un jour souri, aux autres qui ne le pourront plus, à ces bouts d'univers aperçus immanents de l'inconnu éparpillé. À
tous ces candides, aux quatre vents de notre purgatoire, arrachés un peu trop vite à l'écrin de l'innocence, à ce nombre d'existences confisquées, amarrés au pire manège fratricide et adultes soi-disant, abrutis surtout, à ceux qui survivent, à ceux qui tombent, à celles et ceux qui peuvent encore rêver à un avenir meilleur. L'avenir du monde est en grand danger. Oui. À cause de l'Afrique. Non, non. Ces femmes, ces hommes sont trop féconds. Taisez-vous. Mais taisez-vous donc. Allez, quoi? Rien qu'une bonne petite guéguerre pour réguler tout ça, entre tous ces sauvages qui s'aiment Autant qu'ils se détestent. La rafle des filles pubères. une école, des écoles qui s'écroulent. Sous des bombes anonymes. Taisez-vous. Mais taisez-vous. D'où je viens? Les imbéciles tombés du ciel s'imaginent qu'un AK-47 distribue des cacahuètes. Gommer l'indifférence? L'Africain, c'est un nonchalant. C'est un paresseux. Alors, l'occuper il faut, le dresser il faut. 100 ans, 200 ans, 400 ans. L'Africain a la tête dure. C'est un rebelle sale et trop libre. C'est pourquoi ces gamins trinent dans des mines de coltan, comme des grands. Taisez-vous. Mais taisez-vous donc. D'où je viens? Les imbéciles tombés du ciel s'imaginent qu'un AK-47 chante une berceuse en distribuant des cacahuètes. Gommer l'indifférence? Ça crie, ça pleure de partout. Mais cette terre demeure la plus muette parmi tous les enfers silencieux. Il faut sauver l'Afrique. Affluent les maîtres d'argent. Affluent les contingents de pédophiles armés de chocolat pour les petits nègres et aussi sauver ces démocraties tribalistes qui n'arrivent plus à les nourrir. Une bouillie d'OGM pour assagir leur ventre. Quelques moustiquaires et couvertures puant la santé chimique. Mais taisez-vous. Taisez-vous donc. Puisque vos larmes sont des lames qui ne manquent pas d'air. Le temps devient un témoin, suspendu sur un fil invisible, par-dessus un banquet macabre. Il a pris corps en devenant une torture, un rail de mensonge à soi-même, étalé sur la vitre toute plate de la normalité. Clôture électrifiée d'une chasse gardée séculaire. Taisez-vous.
Regardez et écoutez. Ce laboratoire social, où le cri harassé de l'animal, qui a survécu à l'inimaginable, meurt, écrasé contre le front de verre des illusions des Nations Unies. Là-bas, les adultes, ils peuvent tomber comme des mouches. Mais les enfants poussent sur des chemins de traverse, résilience d'un instinct de vie d'année. Le sein des Africaines reste fer et plein de sang. L'avenir du monde est en danger. C'était matraquage des consciences. Un coup de gueule, au fait, contre l'aide humanitaire en Afrique, déguisée, sous des contrats, au fait, d'assujettissement. L'aide au développement qui existe depuis 60 ans, 70 ans, et qui n'aboutit à rien. Et surtout, une aide militaire, présence militaire. Mais alors pourquoi il n'y a pas de militaires africains en Europe, et en Asie, et en Amérique? Là, je vous parle de liberté, d'autonomie, d'indépendance. L'aumône des indépendances. Un pack qui a été offert, cadeau, bien emballé, dans les années 60. Un pack très bien. 1969, l'année érotique, l'année du coq. C'était tout juste après 1968, l'année du singe, la puberté du temps libéré. Les socialismes se pavanaient en brodequin. Loin derrière, il y avait 1960, l'année du lubrifiant collectif. Alors, un matin, j'ai quitté ma fenêtre, puis traversé la place de la Liberté. Elle était immense, immense, immense. Presque aussi vaste que le ciel, tout de bleu, qui lui faisait front. Un ciel limpide, puisqu'il était vide. Et les anges étaient loin. J'ai alors pensé à tous ces hommes, toutes ces femmes, dont l'encre rouge avait redessiné le bocage des consciences. Ces hommes dont la cervelle avait fait 60 années de compost dans nos fosses communes. Aucun monument sur la place de la Liberté. Je rêvais alors mon pays. Congo, Congo, Congo.
petite cheville de Kama, mon Afrique, âme de foudre, déchirée, mer souillée par la pile de cadavres d'une géniture bâillonnée, ramas anonymes. Il est loin mon pays, si loin. Ces anges, trop loin, isolés dans des nodules de verre. Il était trop tôt. Le ciel limpide et la place de la liberté était vide. L'eau du réveil a un étrange bruit. Celui du métal en travers de ma gorge. Ma gorge. Tendre. Entrebâillée. Le rêve déversé sur des draps de la sale enfance. Les empreintes boueuses de mes pas sur la nappe. Le temps qui passe et la douleur qui creuse des cicatrices. L'avenir de son pays, mon pays, s'est perdu dans une giclée écarlate. Les portes et fenêtres de sa maison, ma maison, sont fermées. L'eau s'est infiltrée par-dessous les battants. Eau visqueuse. Une eau tout en trouble, paresseuse, immonde. Ce n'est pas une simple mare tranquille, mais de la chair à canon. Mare de chair, liquéfiée par trop de jeunesse. Un fleuve qui emporte dans un lit d'alluvions des raves d'humanité abandonnées sur le bord des routes pendant que piaillent les hélicoptères, les chemins de l'exil dans ma tête. Racines noyées dans des borborigmes pétrolifères. L'ardeur à vivre se dresse avec la même fierté d'une mangrove invaincue. Vous retrouverai-je, mes amis? Vous retrouverai-je, mon sang? Vous, ma poussière? Vous, les rires immaculés d'antan? Un arrière-goût d'argent et de plomb persiste sous le palais des roitelets d'ébène. L'onde qui coule sur le dos salé du temps est un peu âcre sur la langue. Bon, maintenant que vous savez pourquoi le recueil s'intitule Écrit noir en gauche. C'était un recueil de deuil, principalement. Deuil parce que quand j'ai commencé à l'écrire, c'était en 2015. C'était une période où il y avait beaucoup de pays en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Congo, en tout cas le mien, le Congo-Brazzaville,
Donc la plupart des gouvernements de ces pays ont entamé des processus de changement de la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et voilà, rester au pouvoir le plus longtemps possible, jusqu'à vie. Et dans la plupart des pays, les populations se sont révoltées et les gouvernements ont reculé, en fait. Donc ils ont lâché l'affaire, sauf le mien. Le président, donc Denis Sassou Nguesso, a fait tirer sur la population dans certains quartiers. Et le président Hollande, dans une interview, à demi-mot, comme ça, a dit qu'il avait le droit de consulter son peuple. Peut-on consulter une population sous les bombes? Voir le pouls des mots. Voir le pouls des mots. Voir le pouls des mots. Le pouvoir des mots. Il est des mots que mon cœur ne digère pas. Il est des mots que mon âme ne respire pas. Je n'aime pas le mot posthume. Il rime trop bien avec le mot costume. Sauf qu'il y a un trou quelque part. Quand il m'arrive d'écrire le mot aujourd'hui, le mot aujourd'hui, je ne me sens pas l'écrire de la même manière que demain. Aujourd'hui, lui m'évoque assez bien le grincement d'une ancre de navire. C'est un mot qui m'impose du vertical, un i. Une chute au cœur même de mon imaginaire. À cela près que c'est un constant rappel, comme une exigence, un droit. Un endroit qu'il me reste encore à penser, à digérer, à capturer, à concevoir. Et ce, pour m'étonner de ce que je suis aujourd'hui, au pinacle de ce que je pouvais être encore hier. Quant à demain, je le disais plus haut, ce n'est jamais pareil qu'écrire aujourd'hui. Délayer demain dans une posture me fait instinctivement penser à la lettre A. Comme une réminiscence, ce caractère s'immisce alors dans les méandres de mon petit cortex émotionnel. Une lettre ballonnée, fécondée par le primo-désir de matérialiser l'instant. A est une lettre enceinte dans ses contours. Je comprends peut-être mieux cet élan à croire que demain contient ce lot de choses absconses. Une trêve pertinente que l'on ne peut saisir qu'à bras le corps, puisque son A, son petit A, lui a besoin de deux mains. Deux mains pour être portées, pas moi. Les lettres se défilent, les mots se dévoilent et deviennent dansants dans la foulée de nos regards, aux embouchures de cette étincelle de Big Bang qui se perpétue dans le son de nos voix. L'enfance du monde dessinée au travers de nos mondes. Le testament de la terre.
D'abord, j'ai été son premier, une graine, puis son second, un refrain liminaire. Lui s'en fout des frontières, il enjambe les fêlures de l'âge, les lacunes. Mon premier, une graine, puis son second, sa volonté, un pilier en bois de fer. Mon troisième se perd peut-être dans un feuillage débonnaire, mais c'est son tout qui fait l'homme, un mot qui s'affranchit du béton et des barres d'acier rouillé. Nègre ou black, il fut un temps où j'avais peur du premier. Il sentait l'humus, la pesanteur de l'instant sauvage, la musique des corps qui plongent allègrement dans l'agnos des fleuves, des instants bénis par un soleil souriant au-dessus d'un lit de feuilles mortes. Nègre d'hier ou black d'aujourd'hui, les mots changent de tenue vestimentaire selon les monarques. J'ai une préférence pour le premier, même si mon passé s'est extirpé de mon ventre et que je n'ai plus à le nourrir. Je ne suis pas un résidu de l'évolution. Je ne suis pas une miette tombée de la table de l'histoire. Je viens de l'union des ultimes. Je suis nègre. La foudre tombée du ciel. Le feu jaillit des eaux qui s'est nourri du bois pour régénérer la terre noire. Maintenant que je le sais, en moi dorment en paix les aïeux. Mon cœur battant au rythme amplifié du cosmos, abnégation de la scène. J'ai été son premier, une graine, puis son second, un refrain liminaire. Lui s'en fout des frontières et des guerres. Mon rêve est un roi du temps, au service de la vie. Son tout en fait un arbre, un homme avec des racines, plein le ciel. C'était le testament de la terre. Alors maintenant, voilà, Marcel est là pour interagir avec vous, vous pouvez lui poser des questions de tout ordre. Moi, je vais commencer par une. Est-ce que dans ta poésie, je ne vais pas m'en tenir, je ne vais pas me référer au côté formel et tout ça, mais au côté où vient-elle s'insérer? Est-ce que tu y racontes aussi un peu le Congo et les écueils et l'histoire du Congo? Certains textes, et il y en a en fait, j'ai à peu près trois manuscrits qui ne sont pas encore édités, qui traînent dans les tiroirs depuis à peu près 6 ans, 7 ans, et qui parlent un peu plus du Congo, effectivement. Dedans, il y a une part du Congo. À travers le texte où je parle de la place de la liberté qui est vide, j'évoque effectivement les nombreuses années donc, du Congo indépendant, mais avec le massacre en fait, toutes ces personnalités politiques, intellectuelles, et qui justement essayaient d'œuvrer pour le développement du pays, tout simplement, mais qui ont été complètement lâchés. Et voilà, pour une politique plus mafieuse. Voilà. Donc j'évoque ça, et dedans il y a aussi d'autres textes que je n'ai pas dit, mais c'est cette expérience de guerre civile aussi que j'ai connue. J'en ai connu 3, en 94, en 80, et c'était vraiment la première aussi de l'ampleur. On n'était pas nombreux. Le Congo-Brazzaville, d'où je viens, aujourd'hui on est 4 millions, parce qu'on a aussi naturalisé beaucoup d'étrangers. Mais dans les années, justement 90, nous étions à peu près 2 500 000, 2 800 000. Et
cette première guerre de 1994, nous avons perdu officiellement, et les recherches n'ont jamais été vraiment terminées, on pense qu'on a perdu à peu près au moins 400 000 sur les 2 millions et quelques que nous étions. Mais c'est des guerres en arrivant ici en France, quand je suis arrivé en 2004, que les gens ne connaissaient pas. Donc 97 aussi, avec voilà. Ensuite 98, qui était plus un massacre qu'une guerre vraiment, parce qu'il y avait des représailles en direction des populations du quartier sud de Brazzaville, de la capitale, où justement l'ordre avait été donné de tirer sur les jeunes à partir de 13 ans. Et moi justement j'avais cet âge-là, et j'étais assez costaud en plus, mon âge, et qui m'a sauvé, c'est déjà le fait qu'on ne soit pas sorti de la parcelle le premier jour des bombardements et tout, des tirs, des échanges. On est resté cloîtré 3 jours dans la maison. Donc heureusement mon père avait construit une maison super solide. Les armoires étaient en béton. Tout, donc on se mettait dans les armoires en cas, voilà, s'il y avait des explosions et tout. Et ce sont des gendarmes, heureusement, qui nous ont trouvés. Mon père était allé cueillir des légumes le dimanche et tout, le 3e jour. Et les gendarmes étaient étonnés de le trouver là en train de... Voilà. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ou est-ce que c'est vous qui nourrissez les rebelles? Je dis, non, on n'a juste pas eu le temps de s'enfuir, ça tirait de partout. Voilà. Et on leur a expliqué qu'au fait, nous n'étions pas les seuls. Dans le quartier, il y avait encore d'autres personnes. Et on ne savait pas comment s'enfuir en fait. Et donc, ils sont allés vérifier chez les voisins. Et effectivement, il y avait à peu près 30 personnes qui s'étaient réfugiées chez les voisins, d'une famille de 6, hein, à peine. Donc, ils ont sorti. Et nous-mêmes, dans notre parcelle, il y avait à peu près une dizaine de personnes. On ne connaissait pas du tout, qui s'étaient réfugiées dans notre parcelle. Heureusement, on avait les locataires. C'était une dame avec sa nièce qui les avait accueillis. Et on a été, donc les gendarmes nous ont fait sortir finalement, ils nous ont évacués du quartier le 3e jour. Ils nous ont escortés un petit peu, mais ils nous ont lâchés 500 mètres plus loin. Ils nous ont dit de continuer, qu'on trouverait des checkpoints qu'il y avait au niveau du camp militaire, le lycée à côté du lycée français Saint-Exupéry, au Lyon. Il y a ensuite, il y avait un autre checkpoint à la télévision nationale, et celui-là c'était le plus mortel, il y a eu beaucoup de morts là-bas. Et arrivé à cet endroit-là, donc mon père, les femmes et les personnes âgées, donc ils ont été fouillés, mais ensuite on les a laissés partir. Et nous, on nous a fait redéballer nos affaires, refouiller une 2e fois, une 3e fois. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, un gars vienne me taper à l'épaule et me dit « Celui-là, c'est mon petit frère. Donc vous ne le touchez pas. » Il a dit ça à ses collègues et tout. Et en fait, cette personne-là, je l'ai saluée à peu près une année, sans savoir son nom, comme ça, juste parce qu'on avait le même coiffeur. Et c'est vrai qu'une fois, je l'avais vu parler aussi à mon père, chez le coiffeur. Donc j'avais machinalement pris l'habitude de le saluer comme ça. Et c'est lui qui m'a sauvé. Voilà, j'ai jamais su son nom. J'ai su après que tous ceux qui étaient passés avant nous, en tout cas les hommes, beaucoup ont été massacrés. Et nous, on avait eu de la chance. Beaucoup de chance. Donc je dois la vie à un inconnu. Sur l'Occident, je trouve qu'il est temps, en tant qu'Africain, qu'on voit les choses autrement. C'est quoi notre responsabilité à nous? Plus fort. C'est quoi notre responsabilité à nous? Cette jeunesse africaine qui est là, et sous un pouvoir de Sassou pendant combien d'années? Sassou a été au pouvoir pendant combien d'années? Maintenant 40 ans. Voilà. Alors, pendant 40 ans, d'accord, il y a la responsabilité de l'Occident, mais c'est quoi notre responsabilité? Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où on peut communiquer, il y a les réseaux sociaux. Mais pourquoi on est sous les jours de ces pouvoirs et il y a un silence? Donc, pour moi, il y a un silence qui est aussi... c'est comme si nous sommes un peu complices. Oui, nous sommes complices. Donc moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Et oui,
ça crée de la violence, ça crée des guerres, mais il faut. La guerre des 100 ans en France ne s'est pas passée comme ça. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on traverse? Mais il faut que cette jeunesse s'élève et que cette jeunesse se batte. Oui. La jeunesse, en tout cas, elle le fait en ce moment. Et bon, depuis certains pays. En Afrique de l'Ouest. Moi, je suis d'origine malienne. Ouais. Certains pays, hein, oui. Ouais. Donc, et l'avantage, justement, par exemple, l'Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est pour ça que je dis que les guerres sont des... Comment on appelle ça? Les guerres, c'est en fait aussi les guerres tribales que l'on maquille tribal. Hein. Ça sert une politique, une façon de gérer la politique. Parce que quand on retrouve, justement, on dit que, par exemple, le pouvoir est de telle ethnie et tout. En réalité, quand on creuse bien, on voit de quelle ethnie il est. Rien à voir avec ce qui est dit en plus. Toutes ces guerres-là sont des usines, en fait, juste pour déjà donner une sorte de désespoir. Ce qui mine en ce moment, par exemple, le Congo-Brazzaville, ce n'est pas l'absence d'infrastructures exactement ou l'absence de compétences. Il y en a. Il y a beaucoup de Congolais qui sont hyper formés ici, qui sont aux États-Unis aussi, qui font des entrepreneurs et tout, mais qui sont à l'extérieur. Le problème, c'est, avec tout ce qu'on a connu, on se dit, mais, comme je disais, c'est des guerres artificielles. Quand on arrive là-bas, quel est l'environnement? Pour créer une entreprise, il faut un environnement sain. Ça dépend de l'environnement politique, l'environnement social, et ensuite, il y a le marché avec le public qui sera consommateur ou en interagissant avec eux. Mais tant que le contexte politique n'est pas bon, il n'y a pas de possibilité de projection. Une entreprise, quand on veut créer une entreprise, il faut vraiment, comment on appelle ça, voir à long terme. Sur 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Sur 20 ans. Et ça, cet exercice, c'est ce qu'on a vu justement, on essaie d'imaginer l'entreprise, en tout cas à la CCI, voilà, imaginer l'entreprise que l'on veut créer là, de suite, dans 30 ans, qu'est-ce que ce sera? Et ça, on ne peut pas encore le faire. Il y a certains pays, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se projeter. Même si il y a tout pour réussir. Le Congo, il y a tout pour réussir. C'est un pays hyper riche. C'est le paradis. C'est vraiment l'Afrique centrale et aussi l'Afrique de l'Ouest, la zone de Mali, Burkina Faso et Niger, cette zone-là, riche aussi, extrêmement riche. Mais l'Afrique centrale, c'est le paradis sur Terre. Il y a Janine qui demandait la parole. Oui, je voulais intervenir après l'intervention d'Edith. Je voudrais revenir à l'écriture. Par rapport à l'écriture, vous avez dit que vous écriviez à partir de sentiments, d'actes, etc. C'est-à-dire à partir de choses que vous aviez envie d'écrire pour vous et de partager. Je voulais vous demander si dans votre écriture, à certains moments, ça s'était pas, je ne vais pas dire inversé, mais complété. C'est-à-dire si l'écriture que vous avez faite, vous avez amené à des connaissances que vous n'aviez pas imaginées et qui du coup avaient pu modifier votre point de vue. Alors, oui. C'est quelque chose que j'ai rencontré une fois. Oui. Et en fait, on est toujours, comme je disais, dans l'exploration. C'est vraiment les idées, on est dans le partage des idées. Il y a une idée qui arrive, et à un moment donné, le fait même de rencontrer d'autres auteurs j'ai été influencé par d'autres auteurs autour de moi et qui m'ont donné aussi d'autres points de vue. Voilà, c'est par votre propre écrit à un moment donné. Ouais. Disons qu'il y a des concepts qui peuvent naître. Oui. Il y a des concepts qui peuvent naître. Il y a un poème comme ça que j'ai dans mon tout premier recueil qui m'a fait imaginer, et ça c'est une idée comme ça, un peu farfelue, comme ça que j'aime bien partager aussi à travers ce texte-là. Bon, ça part d'une critique de la civilisation et tout, voilà, l'hypocrisie de la civilisation.
Et à un moment donné, je dis que nous sommes condamnés à devenir immensément, enfin comment dire, infiniment petits dans l'infini en fait, voilà, le grand univers en fait. Donc cette idée que je partage et que j'essaie de développer dans d'autres ouvrages, donc qui vont plus vers le roman et la science-fiction et tout. Donc en fait on évolue pour devenir plus petit en fait, dans l'univers, parce que l'univers doit se... Et voilà, c'est des idées comme ça qui peuvent naître, mais ça part d'abord de l'émotion et puis le rêve en fait que l'on fait à un moment donné. Mais c'est des idées comme ça qui peuvent circuler et plus tard on peut se dire mais qu'est-ce que j'ai écrit à ça, pourquoi j'ai pensé ça? Il y a des textes comme ça où ouais, je me surprends moi-même, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu écrire cette connerie là? Ou que ce qu'on a écrit fait découvrir autre chose. Exactement. Renforce la découverte. Exactement, oui. En tout cas dans mon cas ce n'est jamais fini, Oui. réellement. Donc il y a toujours ce regard un peu, voilà, ce recul que je peux prendre sur les textes. Là, comme je disais, il y a des textes que je redécouvre encore, et des manuscrits qui sont... j'écris depuis des années, que je n'ai pas encore publiés. Et que vous redécouvrez. Voilà. Il y a des textes qui m'étonnent. Oui. Dans quel état j'étais pour écrire ça? Donc pourquoi? Donc c'est une interrogation vraiment perpétuelle. Je voudrais revenir sur cette idée des richesses d'un pays. Oui. J'ai pas trop de difficulté à comprendre la richesse populaire, je dirais. La richesse populaire, pour moi, c'est celle qui passe à travers l'histoire, victime, pas victime. Mais les idées restent. Une idée révolutionnaire, même si le peuple est massacré, on s'aperçoit, la France en est un exemple parmi d'autres pays, que ce sont des idées qui ne meurent pas. Exactement. Pour moi, c'est ça la richesse d'un pays. Et puis il y a une deuxième richesse, c'est celle du matériel, des mines, par exemple. Ça, c'est destructeur. Et ça, ce n'est pas partagé. Ça, c'est pas partagé. C'est une minorité qui veut conserver cette richesse-là. Mais dans les profondeurs d'un peuple, il y a toujours une existence qui existe, et de vouloir aller au-delà et de faire vivre. Mais bien souvent, quand le peuple veut faire vivre des idées, qui sont des idées notamment de partage, ça se termine souvent mal. Alors, c'est pour ça que quand on parle de la richesse d'un pays, c'est pas la richesse qu'il y a dans le sol, c'est la richesse qu'il y a au-delà du sol. Et je crois que vous êtes le représentant, ou tu es, je ne sais pas, le représentant un petit peu de cette difficulté à mettre en valeur les richesses de l'esprit et ne pas trop exercer de mettre de valeur sur des choses qui n'ont pas de valeur, si ce n'est que monnayables, financières. Et c'est celle-ci que tu représentes, que vous représentez. C'est celle-ci qui m'intéresse. Parce que sans cela, il n'y aurait pas ce que vous avez écrit. Si, il y aurait peut-être, vous seriez peut-être coté en bourse maintenant, mais pour moi, c'est pas ça la véritable valeur. C'est celle exprimée là, parmi nous, qui automatiquement nous engage aussi dans des réflexions, à poser des questions. Et parmi tout ce que vous avez dit, il y a la créativité de vos textes, il y a votre vie personnelle, il y a votre vie qui appartient à ce continent qui est l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut essayer de sauvegarder, de mourir entre guillemets, je dirais, pour cela. Beaucoup, je pense, je ne connais pas tellement le Congo-Brazzaville, je connais plus l'Est-Congo. Il y avait des gens admirables au moment de l'indépendance. Ah oui. Qui ont dégagé, bon, je suis quelqu'un, qui ont été pleurés à travers le monde. Voilà. Mais c'est des gens qui sont morts, ou qu'on a tués plus exactement, parce qu'ils ne voulaient pas mourir, que l'on a tués parce qu'ils défendaient des idées, alors que d'autres étaient prêts à défendre que des intérêts. Exactement. Mais ces idées-là survivent quand même. Complètement, et elles reviennent en force. Elles reviennent en force. Cette idée de richesse, il faut bien la définir pour pas qu'il y ait confusion, parce qu'on entend les gens, oui, mais maintenant, ils sont riches, ils ont de l'or, etc. Bon, d'accord, mais
c'est pas ce qui reste dans l'histoire. Il reste autre chose dans l'histoire. Et même cette idée de richesse en termes de ressources et tout, elle commence même à être remise en cause en Afrique. Les Africains commencent à la remettre en cause. La richesse, ce n'est pas simplement d'être assis dessus, c'est de savoir l'utiliser, savoir la transformer. Et ça fait des années que les pays attendent de pouvoir transformer dans leur espace. En fait. On veut bien avoir du chocolat, on a du cacao. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'acheter du chocolat alors qu'on peut transformer? Et en plus, ça donnerait du travail. Écoutez, alors là, je trouve que c'est un merveilleux pont. C'est un merveilleux pont, cette idée de cacao, parce que à 14h, parce qu'il y a un fil rouge dans notre truc, hein, vous avez l'impression que c'est chaotique, mais pas du tout, pas du tout. Et donc ces 4 jeunes filles, voilà, c'est cacaotique, ça c'est très bien, voilà les poètes, moi je ne suis pas. Hein. Cet après-midi, à 14h, il n'y aura qu'une des 4 réalisatrices, Lucie, mais elles sont 4 à avoir terminé leurs études à Gros Montpellier et à avoir tourné ce film. Et la question, donc, c'est flux migratoire et questions agricoles. Et 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Maroc et bien évidemment la France. Voilà. Et donc cette question du cacao par rapport à la Côte d'Ivoire est extrêmement bien posée par les gens qu'elles interviewent. Et elles voient comment un pays a été à la banque, à la bourse du cacao, puisqu'il y avait une bourse, hein, il y a une bourse à Chicago sur les matières premières agricoles, hein, qui fait que le blé, le maïs, le riz sont cotés en bourse, hein, je veux dire les aliments. Et comment ce pays, les paysans disent, nous, le chocolat, on n'en voit pas. Donc là, ça sera mis en image. Françoise, est-ce que tu avais une question tout à l'heure? Il y avait un doigt qui se levait. Non, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure, mais on n'est plus dans le sujet, donc d'accord. Très important. Voilà, une dernière. Moi, je voulais juste, c'est une toute petite question par rapport à ce texte. Je voulais savoir, les poèmes sont je trouve que à la fois, voilà, il y a de la magie, mais il y a en même temps, je trouve ce sont des histoires. Ce sont des histoires qu'on reçoit comme des histoires, avec cette magie un peu étoilée. Mais je voulais savoir si de ces petites histoires, comme dans un petit fleuve, vous avez envie d'en faire une plus grande, c'est-à-dire peut-être un roman ou une nouvelle. Est-ce que ça te tente? Ça me tente. Est-ce que c'est dans ton sac à dos? Ça tourne. J'ai commencé effectivement une première page, mais comment dire, c'est spécial d'écrire un peu. Très spécial. Des fois, je me demande, est-ce que j'ai suffisamment pris de recul encore sur la forme poétique? Je trouve qu'il y a quelque chose effectivement que j'arrive à coucher sur le papier très facilement et tout. L'énergie est très différente pour le roman. Après, pour la nouvelle, il y a quelque chose. Il y a des textes, en tout cas, sous forme de nouvelles, que j'ai commencé. L'idée de roman, ça trotte encore un peu à l'esprit, mais je ne sais pas si j'aurai l'énergie pour la faire vraiment. C'est pas la même énergie. C'est pas vrai. Mais en tout cas, oui, sous forme de recueil de nouvelles, ça me tente. D'ailleurs, c'est même en préparation. Bon. Je pense que juste, Janine. Oui, je voulais quand même revenir à la prestation que vous nous avez donnée, à cette lecture orale. Je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié votre engagement corporel dans cette lecture. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous nous donniez vraiment les mots, le texte, seul, avec votre corps, ce que vous vouliez donner. Et que la musique n'était pas en même temps que les mots, mais constituait une espèce de repos, de passage pour nous entre les deux. Voilà. Merci. Ça, je suis d'accord.